Alors Anticor a une action de plaidoyer depuis plus d'une dizaine d'années sur un certain nombre de propositions pour promouvoir l'éthique dans la vie publique. Alors, parfois des propositions très simples, comme l'exigence d'un casier judiciaire vierge pour les candidats à des élections politiques, le non-cumul des mandats dans le temps, ou des propositions un peu plus complexes pour lutter contre la corruption dans les marchés publics ou pour avoir une justice plus indépendante. Sur toutes ces questions, nous nous heurtons à un plafond de verre. Parfois, ces mesures que nous soutenons sont également soutenues par d'autres rapports, voire des rapports officiels. Mais nous nous heurtons à un plafond de verre, et cela tient à la façon dont les pouvoirs sont aujourd'hui organisés. Certes, nous avons la possibilité d'agir dans les interstices de cette démocratie, d'aller voir tel ou tel député, tel ou tel sénateur qui est éventuellement sensible à nos idées. Mais globalement, nous n'avons obtenu que des mesures très modestes au regard d'une ambition qui est pourtant une ambition a priori consensuelle. Et donc, nous nous sommes dit, il faut réfléchir à l'architecture des pouvoirs, réfléchir à la réorganisation des pouvoirs, réfléchir pour donner plus de pouvoir aux citoyens dans la vie politique. Et d'autres, sur d'autres sujets, réfléchissent également avec nous sur la façon de changer, la façon d'être, sur la façon de changer le rapport au pouvoir, sur la façon de changer le rapport à l'environnement. Ils se trouvent de la même façon que nous dans une situation délicate où ces idées ne prospèrent pas parce que le pouvoir est d'une certaine façon confisqué, parce que ceux qui nous représentent très imparfaitement, et je dirais de moins en moins, parce qu'ils s'autorisent des violences institutionnelles. Je crois que l'article 49.3 pour faire entériner la loi travail est une violence institutionnelle. Donc comment changer? Alors il y a énormément de mouvements dans la société aujourd'hui fragmentés, segmentés, dispersés, qui rêvent de changement. Eh bien, nous pourrions aller avec eux et peut-être être plus forts avec eux. Et finalement, c'est un peu ce qui s'est passé durant la résistance. Les mouvements étaient d'abord fragmentés, et puis s'ils sont entrés dans l'histoire, c'est parce qu'à un moment, il a été possible de les unifier. Et je pense que si on se réfère à l'idée de résistance, dans des heures très sombres, des hommes en petit nombre ont réussi à rêver un autre monde et à écrire le programme du Conseil national de la résistance, Les Jours heureux. Et de ce programme, eh bien, à la Libération, nous avons conquis des droits. De ce programme sont sortis des droits économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps, qui sont inscrits dans le préambule de la Constitution de 1946. Eh bien, si nous voulons être à la hauteur de cet héritage, à un moment où la situation est aujourd'hui très préoccupante, elle est moins dramatique qu'en 1944, mais elle est quand même très préoccupante. Eh bien, si nous voulons être à la hauteur de cet héritage, nous devons pouvoir nous unir, nous devons pouvoir réfléchir à la façon de repenser notre rapport à la société, notre rapport au pouvoir et notre façon de vivre ensemble et de définir un destin commun, de construire un destin commun et de réfléchir et de poser un horizon commun, ce que nous sommes privés de faire depuis quelque temps. Je pense que toutes les mesures sont importantes, mais il y a une mesure numéro 1 qui est de refonder les institutions. Et encore une fois, aujourd'hui, tout le monde est un peu d'accord pour dire que la Constitution de 1958 est devenue un carcan et que malgré 24 révisions constitutionnelles, c'est aujourd'hui un carcan qui nous convient de moins en moins. D'abord parce que la Constitution procède du pouvoir d'un seul, et je pense que la quête d'un homme providentiel est dérisoire, et de plus en plus dérisoire, et de plus en plus improbable. Et aussi parce que la Constitution de 1958 est construite pour permettre à un gouvernement de survivre dans une période d'instabilité de sa majorité, mais lorsque la majorité est stable, ce gouvernement a tous les pouvoirs.
il n'y a plus de contre-pouvoir, et d'ailleurs tous les pouvoirs procèdent d'une certaine façon de lui-même, y compris d'ailleurs le pouvoir judiciaire. C'est la logique des institutions de la Ve République. Nous savons que nous pourrions avoir un président à la portugaise ou à la finlandaise, élu au suffrage universel, mais qui serait simplement un arbitre. Nous savons que nous pourrions avoir un Parlement qui représente un peu plus nos concitoyens, avec la proportionnelle, quitte à imaginer des systèmes pour un minimum de stabilité politique, donc pour faire quand même émerger une majorité. Nous savons que nous pourrions avoir une justice plus indépendante, et d'ailleurs il suffit de voir dans d'autres pays européens la façon dont les choses se font. La justice est plus indépendante que dans notre pays. Nous savons que nous pourrions avoir des médias qui soient moins inféodés aux groupes économiques. Et nous savons aussi que nous pourrions avoir plus de pouvoir citoyen, c'est-à-dire plus de capacité de débattre, de contrôle, de contrôler, de résister à certaines mesures. Par exemple, sur les grands projets inutiles, peut-être qu'on aurait pu mieux débattre en amont et aboutir à d'autres solutions. Donc pour ça, il faut ouvrir le champ des possibles. Il n'y a pas de vérité en soi sur la façon dont on peut construire des institutions, dont on peut compléter nos droits fondamentaux. Chacun a son opinion. Il n'y a pas de vérité en soi, mais il faut ouvrir le champ des possibles. Et ouvrir le champ des possibles, c'est passer par une constituante. Il faut prendre garde à ce moment particulier de notre vie institutionnelle qui est la présidentielle, où cette organisation des pouvoirs, cette architecture du pouvoir se conforte, se perpétue. Et imaginer, par exemple, qu'un président pourrait utiliser l'article 11 de la Constitution pour convoquer un référendum et permettre l'émergence d'une constituante. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, les constituantes, elles surgissent dans une situation de crise majeure, de guerre, de succession d'États, de révolution. Là, nous sommes simplement dans une situation de crise. Mais d'autres pays, qu'il s'agisse de la Colombie-Britannique, qu'il s'agisse de l'Islande, qu'il s'agisse de l'Estonie et quelques autres, ont su, dans une situation qui était juste une situation de crise, modifier ou tenter de modifier très substantiellement leurs institutions. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une condition nécessaire, pas forcément une condition suffisante pour vivre mieux, mais c'est une condition nécessaire que de repenser la façon dont notre architecture des pouvoirs est construite, que de repenser nos institutions. Et effectivement, il n'y a pas de vérité, mais celle-ci peut surgir du débat démocratique dans une constituante, et d'ailleurs, elle serait soumise après au référendum. Et certains disent c'est compliqué, les gens n'ont pas la possibilité, n'ont pas le temps de réfléchir aux institutions, aux questions juridiques, qui sont des questions... Ben non, moi je me souviens du débat sur le traité constitutionnel européen. Alors là, pour le coup, c'est une constitution très complexe, bien plus que les 100 articles de la Constitution de la Ve République. Eh bien, les gens se sont appropriés ce texte. Il y a eu énormément de débats dans la société pour savoir si oui ou non nous pouvions nous satisfaire de ce texte. Et finalement, eh bien, une expression démocratique est allée dans un sens qui n'était pas celui du pouvoir dirigeant, mais vraiment après un débat démocratique et une réflexion démocratique aboutie. Je pense que de la même façon, si on leur en donnait les moyens, nos concitoyens pourraient s'emparer de ce débat juridique et pourraient contribuer à fonder de nouvelles institutions pour vivre des jours heureux. Disons, dans le domaine du droit, je verrais des jours heureux avec plus d'effectivité de ce qui fonde la République, c'est-à-dire la déclaration de 1789, liberté d'expression, séparation des pouvoirs, droit pour chaque citoyen de contribuer par lui-même à l'élaboration de la loi. Encore une fois, nous avons tout ce qui est nécessaire aujourd'hui pour aboutir à avoir des vrais droits civils et politiques. De même, la déclaration de 1946, elle pose les principes fondamentaux particulièrement nécessaires à notre temps, les principes économiques et sociaux. Pas de paix sans justice sociale.
La charte de l'environnement fait partie du bloc constitutionnel, c'est un début, mais là aussi c'est quelque chose qui est fondamental. Et je pense que vivre des jours heureux, ce serait effectivement de donner leur pleine effectivité à ces droits fondamentaux, civils, politiques, économiques, sociaux, environnementaux, et permettre à tous d'en bénéficier.